Bon coach, la saison se passe bien jusqu'ici. 12e du championnat, demi-finale de Coupe de France dans une saison pour un promu où c'était un peu la saison de tous les dangers avec les réformes qui sont en train de se mettre en place et les 4 descentes. C'est presque une saison de rêve pour Toulouse. On est toujours un peu exigeant et puis l'appétit vient en mangeant. Alors c'est vrai qu'on est promu, on est humble mais ambitieux, mais on voit bien que des fois le contenu des matchs sont très intéressants et on aspire quand même à être mieux. Donc on est content, mais comme à l'école, peut mieux faire. Notamment le match contre l'OM qui était un match hyper agréable à regarder, à suivre. C'est le bilan après un match comme ça. Est-ce qu'on sort quand même satisfait du rythme mis par les joueurs? Oui, même là, on a fait un très bon match contre Lille, qui est une grosse équipe aussi. Et on s'attache, bien sûr, ça ne nous console pas, parce que vous avez vu, c'est des compétiteurs, même pour tout, ils challengent tout. Mais on se dit aussi, si le contenu est bon, sur le moyen terme, long terme, on a plus de chances de gagner le match que d'en perdre. Tout à l'heure, on avait les responsables et les directeurs du centre de formation qui nous ont parlé du football offensif prôné par le TFC. On a pu le voir face à Lille ce week-end. Il y a eu 20 minutes où ça faisait attaque-défense, ça n'arrêtait pas. Oui, je pense que c'est une volonté du club d'avoir mis un projet de jeu attractif, basé sur l'offensif. Après, entre la volonté, mais on recrute des joueurs aussi qui ont ces qualités-là. Et on se dit, bon, on a plus de chances de gagner. Le plus dur dans le foot, c'est de marquer des buts. Et si on arrive à en marquer, on a plus de chances de gagner. On a eu, avec le groupe, avec Kat, avec les Hollandais, on a fait, il faut les pronostics pour le KKD. En fait, c'est la Ligue 2 d'Hollande. D'accord. Et moi, j'envoie le programme de la journée et eux, ils doivent dire qui gagne. Et moi, je fais toujours le score qui gagne et toujours on fait pareil. Une fois, c'était laver la voiture. Donc, ce mec qui gagne, il doit laisser, donc celui qui perd, il doit nettoyer la voiture du mec qui a gagné. Donc, il doit venir chez lui. Chez la maison, c'était qui? Thijs Dalinga. Stein. Il était allé vers la maison de Stein pour aller chercher sa voiture. Pour la laver? La laver et revenir. Attends, mais il doit mener la laver. Si on fait une pari, c'est une bonne pari, non? Et après, on a fait quoi encore? Supermercado. Ah ouais, une fois fait, celui qui perd, il doit aller faire des courses pour le mec qui a gagné. Donc, et comme ça, des chouettes. Aussi, une fois, on met le maillot, le mec qui a perdu. On a eu des autres. Aller payer un dîner. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est classique. Donc, comme ça, on essaye d'être un peu. On va parier après au Babinou. Pourquoi vous ne pariez pas sur les coupes de cheveux? Oui, non, on n'a pas encore fait. Hein. Non. Si on gagne la coupe. Il y en a un, il doit se faire chauve s'il perd. Wesh, non. Non, il est moche. Pardon pour les chauves, désolé. Mais... Sorry, Dupé, sorry. Ah oui. Les adultes, les bénévoles qui encadrent au quotidien nos joueurs, eux, et ce recul nécessaire, cette prise de hauteur, qui dit oui, on veut gagner, on veut que les joueurs gagnent, mais derrière, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'avons-nous mis en œuvre, quelles sont les actions qu'on a mises en œuvre pour pouvoir gagner. C'est ça où les datas, où les statistiques sont intéressantes, c'est de dire, on prend l'exemple de Branco, si on veut jouer un jeu basé au sol sur la qualité technique, sur le mouvement et sur l'intelligence de jeu, forcément, quand le joueur arrive, je me dis c'est pile poil ce qu'il nous faut. Ouais. Donc les datas vous aident, ce n'est pas tout, parce qu'après, la grosse difficulté, c'est aussi de s'adapter à une nouvelle culture, s'adapter à la Ligue 1 française, à un nouveau football. Donc il y a tout un processus d'intégration, et même s'ils ont le profil qui colle, après, il faut arriver à ce que la mayonnaise prenne. Et on est aussi sur beaucoup de qualités humaines, d'échanges, et l'étude des personnalités est aussi importante pour qu'il y ait vraiment une bonne connexion. Moi, j'ai fait une super négo et j'espère que les supporters qui nous regardent auront l'opportunité de faire cette négo-là. J'ai bien négocié avec ma femme. Et du coup, on a eu des jumeaux, donc ils ont 10 ans maintenant. Et avant qu'ils naissent, en fait, j'ai négocié les troisièmes prénoms. Je lui ai dit, je te laisse les deuxièmes, je prends les troisièmes. Et du coup, on a eu un garçon et une fille. Et donc, mon fils, son troisième prénom, c'est Christophe. Parce que mon idole de toujours, c'est Christophe Revaux. Incroyable. Ouais, voilà. Et ma fille, des joueuses connues du TEF, un peu plus compliquées, donc on est parti sur un Violette qui raconte bien l'histoire. Voilà. C'est dingue, c'est dingue, mais ça ne m'étonne pas. Maintenant, c'est vrai que
Bah, en parlant de ça, pour les prénoms, il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent par exemple Cristiano en référence à Cristiano Ouais. Ronaldo. Et c'est vrai que les joueurs de foot et les sportifs ont souvent tendance à venir un petit peu influencer nos vies. Nous, quand on est des supporters ou des passionnés, pour donner le prénom, le deuxième ou le troisième prénom des enfants. Mais ouais, là, c'est vraiment un vrai supporter du TFC que de donner troisième prénom Christophe quand même. J'avais aussi réussi à négocier la table d'honneur à mon mariage, qui s'appelait le Stadium municipal de Toulouse. Est-ce que du côté du TFC, on se base sur des critères physiques ou est-ce qu'il peut y avoir un petit gringalet comme moi qui arrive et qui est un phénomène avec le ballon et qui a quand même ses chances? Non, vous pouvez venir avec nous. Bon, j'ai 29 ans, je pense que c'est un peu tard maintenant. Mais... Bon, ça sera peut-être le critère c'est sûr. limitant. Voilà, Non, dommage. le premier critère, c'est la compréhension du jeu. C'est ce que je vous disais tout au début de l'interview. C'est que ce qu'on veut, c'est que les joueurs comprennent le foot. Et comprennent le foot dans sa complexité et dans sa globalité. La qualité, l'attaquant et tout, dans Ligue 1, c'est vraiment haut niveau. Mais je pense en Hollande, c'est plus ensemble et plus technique. D'accord. Et pour toi? Oui, surtout la Ligue 2, c'est vraiment un costaud, beaucoup de duels. Et je pense qu'en fait, si tu comparais la Ligue 2 et la Ligue 1, c'est tout un peu au-dessus. Alors déjà, c'est un état d'esprit. C'est l'idée que les gens viennent au stade pour voir une équipe qui attaque, qui est acteur du projet, qui cherche à mettre des buts. Donc les principes sont clairs. On veut enchaîner succès après succès, victoire après victoire. Et aujourd'hui, si on veut acquérir ça avec le plus de certitude, il faut essayer de mettre plus de buts que l'adversaire. Donc dans toutes nos équipes de jeunes, on est proactif. On cherche à attaquer. Si on ne peut pas le faire parce que le rapport de force nous est défavorable, on attaque d'une autre manière. Voilà, mais on veut on veut pas être amené à subir. Après, c'est toutes les qualités mais qui est vrai dans tous les centres de formation, hein, c'est-à-dire développer la technique, développer le mental. Mais nous, si vous voulez, le premier critère, si on devrait détacher ce qui peut se faire ailleurs et ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on veut des joueurs qui comprennent le jeu. L'essence même de notre méthodologie, c'est la compréhension du jeu et avoir des joueurs connectés. Bon, c'est quoi le mieux dans le foot? C'est marquer un but ou faire une passe D? Pour moi, passe D. C'est pas vrai. Pour moi, marquer. L'exploit, là, c'est différent. Si tu marques, c'est direct, l'exploit. Ouais. Si tu donnes un passe D, tu attends un peu, après, on marque. C'est pas la même pour moi. C'est marrant que tu l'aies dit, parce que je t'ai entendu du coup le dire au coach et je ne m'étais jamais posé la question. Parce que ça me paraissait naturel en fait de... 86? Ouais, de célébrer l'anniversaire du club tous les ans. Ah quoi. d'accord, ok. Voilà, on a fait 85, on a fait 84, Ok, ouais, 87, 88, et donc ça nous paraît normal, nous, parce qu'on est sur un projet qui aussi met en avant l'histoire et l'héritage du club, qui est super important. Je pense qu'on y tient aussi parce qu'on a beaucoup de très jeunes supporters qui nous ont rejoints. Et donc, rappeler l'histoire, ce qui s'est passé avant, je pense que c'est très important. Et je pense qu'il y a un dernier point aussi, pour de vrai, si on est très honnête, on n'a pas... l'armoire à trophées la plus fournie de tous les clubs. Et je pense que du coup, on met d'autant plus d'entrain à fêter les anniversaires. Je crois que là, notamment hier, avec l'interview de Brice Samba, je pense que lui, en termes de résilience, c'est quand même un bel exemple. Un joueur qui est passé un petit peu par beaucoup de clubs sans toujours avoir sa chance ou être ultra performant. Et maintenant, 28 ans, il arrive en équipe de France et il en a énormément parlé hier avec ses facteurs d'humilité. On a aussi d'autres exemples. À la Coupe du Monde, le gardien des Pays-Bas, c'était Andries Noppert, un garçon qui, en 3 ans, avait joué seulement 10 matchs en série B et en série C. Sa carrière était complètement éteinte. Sa femme lui avait dit « Non, mais arrête le foot, ça sert plus à rien. Tu es en 3e division italienne, c'est terminé. » Et quelques mois plus tard, une bonne saison aux Pays-Bas. Et le voilà qui se retrouve titulaire dans la sélection, pour les Oranges à jouer des matchs de Coupe du Monde. Et voilà, dans le foot, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Branco, sérieux, c'est trop facile pour toi ce jeu. C'est trop... Voilà. c'est trop facile. Bien. Allez, les scores du coup, en régie, vous avez Oh non, compté, 2. j'espère. 2. Moi, voilà, j'ai 6, vu qu'on n'a pas de preuves, du coup, je vais dire que j'ai 6. Non, j'ai 5. À 5 aussi Ouais, Ah, donc premier ex-aequo. j'ai fait 5 aussi, c'est un match nul. Du coup, Biche, c'est toi qui vas devoir payer les pizzas au final. On n'a pas fait un pari avant. Hein. Donc là, avant, oui. Maintenant, on n'a pas fait un pari, donc je ne paye pas. Et 50% de l'effectif avec le statut professionnel, c'est pour répondre à des enjeux financiers ou pour vraiment créer un ancrage, une identité locale toulousaine? C'est conforme à la stratégie et à la culture du club que le board a
a défini il y a déjà quelques mois. Le centre doit être un des piliers de fonctionnement de la structure. Pour nous, c'est un bon sens à la fois économique et stratégique. On considère aussi que vis-à-vis de nos partenaires et de nos fans, c'est quelque chose dans lequel ils se retrouvent. Donc c'est à l'image de ce club qui finalement est à nouveau jeune et qui s'offre un nouveau souffle. Non, mais pas en ayant vieilli. Je trouve que le visage a vraiment évolué. Coach, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure la carrière. Vous avez joué aussi à Toulouse, du coup. Ouais. Ça fait quoi de faire joueur et entraîneur dans un club? L'année dernière, c'était génial parce que la dernière année, on est monté de Ligue 2 en Ligue 1. Oui. Et remonter de Ligue 2 en Ligue 1 en étant entraîneur 30 ans après, c'est vraiment... puis j'avais eu un coup de cœur pour cette ville, j'ai gardé des amis d'il y a 30 ans. Donc vraiment, on arrive à joindre les deux, l'aspect football et puis l'aspect humain et attachement au club. Ouais, forcément, quand on aime vivre dans une ville, forcément, on s'y sent mieux et les résultats peuvent aussi se ressentir par rapport à ça, autant pour les entraîneurs que pour les joueurs. Et j'ai envie de savoir la vraie prononciation. En fait, n'importe où je vais, c'est toujours la première question. Donc, voilà. c'est Brecht de Jager, mais pour vous, c'est compliqué à dire. Donc, c'est juste Bibiche. C'est plus facile. Ouais, Bibiche. Tout le monde m'appelle ici Bibiche, donc c'est plus facile. Bibiche, c'est bien Bibiche. Ouais, Bibiche, c'est simple. C'est plus facile. Ouais, voilà. C'est l'enjeu, en tout cas c'est ce qu'on souhaite vivre au quotidien, c'est une aventure humaine, c'est exigeant pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les garçons comme les encadrants qui consacrent beaucoup de temps et beaucoup de passion, et c'est ce qu'on a convenu dans nos règles collectives, c'est prendre soin des gens. Et du coup, comment ça marche? J'ai vu également, c'est un peu comme à l'école, il y a un système d'auto-évaluation et d'évaluation chaque semaine, il me semble. Pour parler un petit peu des joueurs, on note et on évalue comment les joueurs. C'est vraiment sur l'aspect footballistique où il faut que derrière le comportement suive, que les notes, les résultats scolaires suivent. C'est quoi concrètement les critères qui vont un combo, je laisse répondre Mika sur vraiment l'enjeu technique, mais on ne peut pas dissocier un garçon qui serait performant sur le terrain mais qui n'est pas structuré en dehors. C'est des phrases faciles ça, mais c'est vraiment ce qu'on ressent au quotidien, c'est qu'il faut des garçons structurés. Il faut des garçons qui comprennent ce qu'on attend d'eux, qui soient capables d'entendre l'objectivation et d'y répondre petit à petit. Après, on ne peut pas leur demander non plus que tout soit acquis dès le début du parcours. Mais le but, c'est de les accompagner jusqu'à la meilleur niveau de perf, et perf au sens large de ce qu'ils sont capables de produire. Et puis après, c'est un système pyramidal, il y a des sélections. Il faut juste on assure un environnement juste et qui permette à chacun de s'épanouir. Et la troisième, je peux vous dire que c'est un joueur très connu du TFC. Achille Amana. Évidemment, Achille. Alors pour la petite histoire, je l'ai connu quand il arrivait, parce que moi j'ai été adjoint ici, quand Joseph-Antoine Bell l'amène à faire un essai. Ah carrément, il était en essai. Oui, il était en essai au départ. À quel âge il avait pour venir faire un essai? Il avait 18 ans. 19 ans. Incroyable. Ouais. Et au final, l'effet concluant, et c'est devenu un joueur. Et puis on voyait qu'il était jeune mais très doué. Ah ça a été un super joueur du TFC. 2-1 pour le coach Sacha. Il est en train de passer devant. Ouais, moi, c'est le maestro pour moi. Donc, il est vraiment un passe D. Il sait casser les lignes avec une passe, créer des occasions, une passe. Et c'est un vrai vainqueur. Il déteste de perdre. Même ce matin à l'entraînement, il a perdu. Il a payé le pizza, mais OK, pas de problème. Mais comme je dis, c'est un vrai joueur de foot. Et il veut toujours gagner. Et c'est aussi avec moi le leader. Parfois, c'est lui qui parle dans le cercle avant le match. Parfois, surtout c'est moi, mais parfois c'est lui. Donc on s'aide. Et il est mon lien aussi sur le terrain. Donc, et aussi en qualité de personne, c'est comme je dis, c'est un super mec. Il veut toujours faire bien pour ses amis et sa famille. Et ça, c'est le plus important pour lui. C'est vrai que quand on parle de jeunes joueurs et qui sont payés 40 millions, on entend partout dans les médias, sur les réseaux, ouais mais il a été payé 40 millions et pourtant il est bidon, ou alors il est payé 300 000 par mois et pourtant il est bidon, alors qu'on a trop tendance à délaisser le côté humain en fait. Les joueurs de foot sont avant tout des humains et pour les trois quarts c'est des gamins qui ont à peine 20 ans. Ouais. Voilà, vous le voyez comment et vous le gérez comment ce genre Nous on a surtout confronté en France où beaucoup de jeunes talents partent très tôt. Alors c'est vrai aussi qu'il faut reconnaître que les jeunes joueurs, certains ont une grande maturité. J'ai connu Antoine à la Real, Ousmane à Rennes, des joueurs étonnamment à 18-19 ans, ils ont peur de rien, etc. Mais d'autres n'ont pas cette maturité-là. Et pour eux, bien sûr, ça peut casser leur carrière. Et souvent, nous, les jeunes Français, quand ils sont prêts à partir, il y a tellement de grandes offres. Mais moi, j'ai bien aimé, je vais prendre un exemple, celle d'Antoine Griezmann, parce que quand j'étais arrivé,
il devait être transféré à l'Atlético de Madrid, je crois pour 10 millions d'euros. Le club avait dit non. Et puis moi, j'ai dit à Antoine, j'ai dit, putain, t'as 20 ans, c'est un peu tôt, l'Atlético, reste ici. Alors forcément, j'étais intéressé, mais Oui, oui. pas tant que ça. Des fois, il y a des joueurs, il faut dire, c'est le moment que tu partes, et puis, parce que tu as besoin d'aller voir plus Il haut. faut évoluer. Oui. Mais j'aime bien sa progression, puisqu'il est resté 2 ans de plus. Et, il a fait des matchs en Ligue 1 en plus. Il a joué la Champions League, il s'était qualifié pour la Champions League. Et du coup, il va à 23, 24 ans, l'Atlético, mais vraiment armé. Et je trouve des fois, les jeunes joueurs ne sont pas armés. Et quand nous, et là, c'est plus sur ta question, sur des jeunes joueurs étrangers qui arrivent, on est encore dans l'accompagnement. Tout le meeting dans le Discours. club, ouais, il parle français. Si tu ne comprends pas, il parle anglais après. Et je pense que aussi, ça c'est bien, si tout le monde essayer pour parler français, je pense que c'est bien pour l'équipe et aussi pour le club, pour le fan aussi. Je pense que c'est important. Et ouais, nous, on parle hollandais. Mais aussi, quand tu vois c'est Branco normal. maintenant, comment il se gérait parler français, Il parle De bien. ouf, Hein. très bien. Pour moi, c'est super aussi. Ça aussi montre ça. On parle beaucoup de ça dans le Sa cercle. comme ça, personnalité, qu'il essaye de parler, il parle bien. Donc, aussi, on parle plupart anglais et aussi avec le français, mais aussi, comme c'est pas parce qu'on a plutôt tous les étrangers on veut plus parler français. Aussi, comme Branco, maintenant, il est là, il parle français parce qu'il veut s'adapter aussi, parce qu'on est ici. Donc, Il y a tout le chat qui félicite ton français. Bon. Ouais, Ah, c'est voilà. bien. Merci. ah,